Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Un certain Gérard Collomb, paix à son âme, qui était maire de Lyon et qui a été ministre, disait « Nous avons vécu longtemps côte à côte, est-ce que nous n'allons pas vivre face à face ?» dans cette France. Et voilà un général qui écrit « France sécessionniste, que faire ?» aux éditions Nouveau Caractère. Emmanuel Reichouf, bonjour. Vous avez, peut dire, 36 ans d'active, c'est ça, plus de 36 ans d'active. Et vous avez arrêté le service d'active, effectivement, en 1994, il y a une trentaine d'années. De 2096, oui, 96. Voilà, 96, voilà. Non, c'est pas 96, vous me vieillissez, 2006. Ah, 2006, et ensuite je suis allé en entreprise pendant 10 ans quasiment. C'est ça, voilà. Vous le racontez en entreprise, et puis vous avez fait tout ce travail qui vous a donné le surnom de général des banlieues. C'est exact, oui. Et on va en parler parce que c'est très intéressant, vous racontez dans un dialogue, dans ce livre, un dialogue avec Kevin, quelqu'un justement des banlieues, qui a été animateur, vous avez fait un dialogue très passionnant, je veux dire. Vraiment, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'on voit à la fois, effectivement, le côté actif, le côté où on se bat, et puis le côté, effectivement, Sisyphe. C'est-à-dire qu'il faut remonter le crochet, quelquefois il redescend, mais il ne faut pas s'arrêter. Et justement, vous dites, comme disait un certain Philippe Labro, mais pas du tout sur le même domaine, tomber 8 fois, se relever 9, ou tomber 7 fois, se relever 8. Et c'est très intéressant parce que vous racontez justement dans ce livre votre itinéraire. Vous avez déjà d'ailleurs écrit des livres là-dessus, hein, on vous avait reçu pour ça. Et je rappelle aussi que vous avez vous avez participé à la fameuse lettre des généraux. Tout à fait. Où vous disiez, on est dans un... On est dans le pétrin, il s'agirait peut-être de s'agiter un peu. Voilà, exactement. Et puis, comme disait quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il fait sombre qu'il faut manquer de tenue. Et justement, vous avez essayé. Alors, je voudrais qu'on parle de cela. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça fait donc quand même pratiquement, après ces 10 entreprises, après après votre carrière dans l'active, et puis vous vous êtes occupé justement de cette France en déshérence. Alors, toutes les manières, et votre interlocuteur qui vient de dire oui, France en déshérence, mais il ne faut pas remplacer la France en déshérence par la France en assistance. Je veux dire que les deux, effectivement, Charybde et Scylla, les deux pièges, le double piège, c'est d'un côté, on laisse tomber une partie de la population, mais d'un autre côté, on assiste au sens littéral du terme cette population avec des subventions, mais est-ce qu'elles vont où elles doivent aller? Alors justement, aujourd'hui, on est en 2025, Général de Reichouf. Si vous faites un bilan, vous dites quoi? Le bilan personnel, si vous voulez, sur ce que j'ai accompli avec d'autres dans ces quartiers maintenant depuis 20 ans est un bilan positif, puisque nous avons réussi les uns et les autres à amener des jeunes qui étaient éloignés de la vie professionnelle comme de la citoyenneté, on les a amenés dans le giron de la France. Donc on a ramené, j'allais dire, on a ramené des Françaises et des Français dans le collectif. Et dans le collectif national. National, oui, bien sûr. D'autre part, c'est grande déception parce que personne n'a suivi. C'est-à-dire que en 20 ans, j'ai rencontré quand même des ministères, des ministres, des associations, etc. Et en fait, comme vous disiez tout à l'heure, les gens n'y croient pas, Vous ne veulent pas faire. Alors ils veulent pas faire. On peut se poser la question pour la raison pour laquelle ils ne veulent pas faire. Alors pourquoi ils ne veulent pas faire? Écoutez, parce qu'en 20 ans, vous avez eu le temps de voir, dirais, les forces d'inertie agissantes. Les forces d'inertie agissantes. Ouais. Eh bien, d'abord, c'est que la politique de la ville est une politique, et la politique de la ville au sens large est ratée. C'est-à-dire que la politique est ratée. Pourquoi ça a raté? Parce que la politique de la ville, c'est une politique qui est partagée dans d'innombrables mains. Donc, quand vous avez 6 ministères, des associations, des administrations, des individus qui disent s'occuper tous de la politique de la ville, ils font peut-être des choses très bien, mais c'est en ordre dispersé, et donc il n'y a pas d'unité d'une part, et puis il n'y a pas il n'y a pas d'effort, vous n'avez pas de stratégie sur le moyen et le long terme. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, je crois que c'est nos politiques, et je pèse mes mots, ne savent pas faire.
Et donc, quand vous savez pas faire... Aussi bien d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Ben, regardez, depuis 40 ans, ils ne savent pas faire, c'est-à-dire ils ne savent pas prendre à bras le corps cette masse de jeunes comme de moins jeunes pour les mettre, les remettre au travail ou les mettre au travail ou le mettre à la citoyenneté. Ils ne savent pas faire. Donc, quand vous savez pas faire, bien vous mettez à l'extérieur et puis vous dites on ne fait pas quoi. On ne fait pas parce que c'est pas possible. Donc impossible n'étant pas français, mais là c'est impossible d'être devenu français quoi. Et donc voilà. Alors tout ceci, et quand j'allais voir les uns les autres, on me disait mon général, ce que vous faites est formidable. And so what quoi. Moi je m'en fiche que ce soit formidable, mais donnez-moi les moyens de faire. Quoi. Il vous disait bravo, c'est très bien, oui, tout à fait. Mais est-ce que franchement là, parce que justement avec le recul et vous êtes très bien placé pour le savoir, Gérald Dreyfus, est-ce que au fond ils ne savent pas faire ou ils ne veulent pas faire? C'est pas la même chose. Les deux, mon général. Quand vous avez compris que cette affaire de France, comme disait Monsieur Collomb, face à face bientôt, il y a quand même 1500 quartiers qui échappent aux lois de la République aujourd'hui. 1500 quartiers aujourd'hui, mais ça augmente. Mais ces 1500 quartiers, ce n'est rien à côté de la masse de la population. C'est-à-dire que vous avez 10% de la population qui vit sous la férule des bandes, qui vit sous la menace, qui ne peut pas aller et venir comme elle le souhaite. Et dans tous ces quartiers, c'est 10% de la population, c'est 6 millions d'habitants quand même. Ouais. Et donc la question de fond qui se pose, comment fait-on pour que cette population redevienne, retrouve la liberté d'aller et de venir, retrouve la citoyenneté et puisse se raccrocher à la France, tout simplement. Puisse habiter chez elle. Et voilà, donc si vous voulez, ça a été mon leitmotiv de tout ce temps-là, avec, comme vous l'avez dit, avec Kevin, nous avons écrit ce livre parce que il me semble capital que cette population qui est aujourd'hui se juge qu'elle est oubliée de la part des dirigeants politiques, elle l'est, ne bascule pas ne bascule pas à ce moment-là dans la violence et puis disent bon, on ne veut plus de la France, c'est-à-dire qu'on reviendrait dans ce que disait Monsieur Collomb. Voilà. Oui, et puis mais vous le dites vous-même dans votre livre, il est très intéressant ce dialogue que vous avez avec Kevin, où certains, mais d'ailleurs il dit de la 3e, 4e génération, ils ont peut-être les papiers, la carte d'identité, mais ils se sentent pas français. Vous le dites vous-même à un moment donné, quand il dit ah oui, mais moi je voudrais que mon drapeau, le Sénégal ou être, etc. Donc c'est cette espèce de sentiment de non-appartenance et que vous voulez vous transformer en sentiment d'appartenance. Et voilà, et vous êtes battu, on va en parler, et vous parler comment. Mais pour revenir à ça, est-ce que ces milliards dépensés dans la politique de la ville, parce qu'il y a eu des milliards, tous les ans, des milliards d'ailleurs. Et vous dites franchement, c'est un échec. On peut dire c'est un échec. C'est un échec au vu des résultats. Vu des résultats, quand vous avez 10% de la population qui ne se sent pas française, ou qui ne veut pas se sentir française, et qui j'allais dire critique la France, bien évidemment, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Je le ressens comme un échec. Et puis, si dans le livre, si vous avez observé certainement, c'est que Kevin à un moment donné dit Emmanuel, tu peux dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on est libre, et demain, on sera indépendant. Vous voyez, déjà 15 ans. Aujourd'hui, on est libre, demain, on sera indépendant. Et on sera indépendant pourquoi ? Parce que nous avons le nombre, nous avons l'argent et nous avons les armes. Et après-demain, nous aurons l'intelligence. C'est-à-dire que comme vous ne faites rien, alors évidemment c'est excessif quand on dit vous ne faites rien, bien sûr qu'on fait. Vous ne faites rien, eh bien on prendra notre destin en main. Et nous revenons toujours à ce que disait feu Monsieur Collomb. Oui. Et alors justement, vous, je voudrais rappeler, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre et que vous citez. Alors, vous reparlez très franchement. Alors, prenons et faisons un peu un certain inventaire. Emmanuel Dreyfus, le service militaire. Franchement, alors, vous allez me dire, est-ce qu'il ne faut pas regretter qu'il ait été supprimé ? Alors, chaque fois on me pose la question, mais je crois que j'avais répondu déjà sur votre radio il y a quelques années. Bien évidemment, on peut le regretter aujourd'hui parce que les choses se tournent mal. Voilà. Mais rappelez-vous, 25 ans, 30 ans en arrière, le service militaire, à quoi servait-il ? Puisque de toute façon, à l'époque, quand on a voulu projeter des engagés pour aller se battre en Irak, on s'est rendu compte qu'avec une armée française, une armée de terre de 300 000 hommes, n'était pas capable de mettre 10 000 hommes engagés. Donc c'est posé la question de dire maintenant, la France, avec toutes les opérations qu'elle doit mener à l'étranger, il faut avoir une armée de métier.
Ceci étant, aujourd'hui, bien sûr, on peut le regretter, mais on en reviendra. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que il n'y a plus des casernes, on a tout vendu, il n'y a plus d'encadrement, etc., etc. Non, mais je vais dire pourquoi je parle de ça. En fait, ma question, je ne l'ai pas dit parce que je comptais la dire, c'est que je ne parle pas, moi, des opérations à Barkhane, en Afrique ou ailleurs. Je ne parle pas de l'armée telle que devrait être l'armée. Enfin, bon. Mais je parle de la Légion étrangère. J'ai été très frappé par le passage sur la Légion étrangère, où des gens qui venaient de n'importe qui, parlaient même pas français, vous le dites très bien, qui venaient de n'importe où, et qui s'engageaient, et bien en quelques mois, alors vous allez me dire, on peut pas transformer 10% de la population en soldats de la Légion étrangère, mais il y a quand même quelque chose à retenir de là. C'est ce que j'ai expliqué dans ce livre, c'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, la question de fond qui s'est posée, quand on me pose souvent la question, mais pourquoi vous êtes engagé, mon général, auprès de ces banlieues, comme hier, j'étais dans une radio concurrente, non mais amie, qui me posait cette question. Mais j'ai dit, vous savez, vous sortez pas indemne d'avoir commandé des légionnaires. Et quand je dis indemne, c'est vraiment, je pense ça très fort. Les Légions étrangères, comme vous le dites, on a 150 nationalités, on en fait les meilleurs soldats du monde. Et on fait les meilleurs soldats du monde. Et 150 nationalités. 150 nationalités. Meilleurs soldats au monde, tout le monde nous envie. Et on sait faire. La France sait faire. Et à côté de ça, on a dans nos banlieues, dans nos quartiers à l'époque, je reprends 20 ans en arrière, on avait 10 à 15 nationalités. Et comment ne sont pas fichus d'en faire les meilleurs citoyens au monde? Et donc, si vous voulez, c'est cette démarche intellectuelle d'une part, et puis le souci de que ces jeunes puissent acquérir, j'allais dire, la citoyenneté et surtout l'emploi, c'est-à-dire le travail, qui a fait que je me suis engagé sur cette position. Non, mais tout à fait. Mais en fait, quelque part, en général, je veux pas être critique, mais est-ce que vous n'avez pas essayé de vider l'océan avec une cuillère à soupe? Mais oui, mais vider l'océan avec une cuillère à soupe, toujours. Mais si vous voulez, si je ne l'avais pas fait, je regretterais tous les jours. Donc j'essaie de faire passer des messages. Donc ce livre avec vous aujourd'hui, c'est un message que j'essaie de faire passer à mes concitoyens en disant rien n'est perdu, rien n'est perdu. Écoutez-moi, je sais ce qu'il faut faire, mais mesdames, messieurs les élus, arrêtez de toujours dire il y a qu'à Faucon, bougez-vous. Alors justement, on va voir comment se bouger à tous les niveaux, effectivement, au niveau du citoyen, au niveau des pouvoirs, au niveau des autorités et le reste. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite avec Emmanuel de Richoufs. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Et je ne suis pas le seul, le général Emmanuel de Richoufs, France sécessionniste, que faire ? Un livre tout à fait intéressant à lire vraiment. Vous pouvez le commander à thebookedition.com, bookedition.com. Et effectivement, parce qu'il y a des gens comme Emmanuel Richoufs, comme d'autres, qui se battent pour ne pas que la France entre en sécession ou en partition. Quand même, vous rappelez un peu, c'est intéressant de rappeler que, vous savez, quand on entend, moi, l'autre fois, c'est intéressant, j'entendais un jeune, j'allais dire un jeune Playmobil, mais ne soyons pas méchants, dans une télévision qui disait, bon, la France, c'est quoi la France? Il n'y a pas d'identité française, il y a 60 millions d'identités, ou 67 millions d'identités, de quoi vous parlez, tout ça. Et c'était pas un mec des banlieues, c'était un bon petit bobo, voilà. Donc, cette espèce de sentiment vraiment de non-appartenance totale, alors que quand même 1500 d'histoire, 6500 ans d'histoire, ça compte. Et justement, est-ce que ce n'est pas, je voudrais vous poser une question à Emmanuel Richoufs, c'est pas dans votre livre, mais c'est sous-jacent, en fait, dans votre livre. Est-ce que quand vous parlez de la France sécessionniste, est-ce que c'est pas une certaine élite dans tous les domaines qui a fait sécession avec la nation? Oui, bien évidemment. L'élite, si vous voulez, l'élite aujourd'hui, elle parle plus de la France, elle parle de la République, elle parle des régions. Mais la France, on n'entend jamais parler. Et je me hérisse lorsque je suis interviewé par différentes chaînes. Je dis non, la France, il faut revenir, mettez la France au milieu du débat. C'est 1500 siècles d'histoire. Si vous voulez, je vais vous dire une petite anecdote que je dis souvent lorsque dans le cursus que nous avions fait, qui s'appelle Permis Sport Emploi, dans lequel de 6 mois pour lesquels les jeunes étaient engagés dans ce cursus qui devait les amener à l'emploi, il y avait une semaine où on les emmenait dans les militaires s'en occupaient, c'est-à-dire il s'agissait pas de faire de préparation militaire, il s'agissait simplement de leur donner le souci du groupe, l'effort, etc., etc. Et donc j'allais
j'allais les voir tout le temps. J'allais les voir le dernier jour, quoi. C'est une semaine, j'allais les voir le dernier soir. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant une semaine? Ils faisaient des tas de choses. Concrètement, quand ils étaient avec la marine sur l'Orient, ils faisaient du canoë-kayak, du Zodiac. Ils faisaient des marches de nuit, des marches de jour, du parcours du combattant, etc. Quoi. Pour essayer. Avec des réservistes que j'avais, qui étaient d'accord. Tout ça, c'était rémunéré. Hein. Et donc, je disais ça parce que on était à Salon de Provence et là, on fait comme on faisait d'habitude au matin avant de partir, une petite prise d'armes. Et là, on monte les couleurs. Les couleurs sont montées, bleu, blanc, rouge, montées par des jeunes de Lille. Ils étaient 65. Et là, ils chantent la Marseillaise. Et le général qui m'accompagnait dit: mon général, on leur a pas appris. Je dis: écoutez, on peut que se féliciter. Des jeunes qui ne connaissaient pas la Marseillaise il y a une semaine chantent la Marseillaise après une semaine, bravo. Et puis il y en a un qui s'approche à prendre un petit pot, il y en a un qui s'approche de moi et qui me dit: voyez mon général, c'est la première fois que je me sens citoyen. Et donc, à partir de là, on peut dire, je me suis dit, je suis optimiste, parce qu'il a suffi d'un petit déclic. Il y en a d'autres qui avaient été sur les plages du débarquement, etc. Vous voyez, un petit déclic, et tout d'un coup, cette jeunesse qui est laissée pour compte, par sa faute ou par notre faute, peu importe, qui est laissée pour compte, qui se sent laissée pour compte, eh bien retrouve, j'allais dire, le sentiment d'être français. En tout cas, dans ce que vous avez fait plusieurs démarches, il faut savoir, des pratiques que vous racontez dans votre livre d'ailleurs. Au fond, il y a une possibilité, c'est ça, mais il faut leur apprendre le passé. Voilà, c'est ce que je dis, le passé, c'est deux choses. C'est d'abord que ça repose sur l'éducation nationale, donc il faut apprendre, lire, écrire, compter, se comporter, ça me semble évident, on a perdu de vue. Et puis deux, c'est la connaissance de l'histoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, j'allais dire, comment dirais-je, vous ne pouvez pas être en capacité d'intégrer des Français quels qu'ils soient, des futurs Français quels qu'ils soient, ou des Français récemment français. Vous ne pouvez pas les intégrer s'ils n'ont pas la connaissance de l'histoire de France. C'est pas l'histoire de la République, c'est l'histoire de France. Oui, bien sûr. Elle ne commence pas en 1789, exactement. Quoi. Et il y a tout le temps. Alors justement, de ce point de vue-là, Gérard Lorechoufs, je voudrais qu'on revienne justement dans ce dialogue avec Kevin. Au fond, ce que vous avez, vous quittez l'armée, vous êtes réserviste, vous travaillez à l'entreprise, mais c'est dans l'entreprise que vous avez eu l'idée de dire tiens, on va s'occuper des cités. Non, c'était juste avant, là en 2003-2004, parce que j'avais dans ma main de chez gouverneur militaire de Paris des réservistes qui recherchaient de la main d'œuvre. J'avais dans ma main des formateurs de banlieue qui se disaient moi j'ai des jeunes dans les cages d'escalier, mais j'arrive pas. Une fois que j'ai fait du sport, qu'est-ce que je fais? Et donc, si vous voulez, c'est cette réflexion à trois, eux deux et moi, qui ont permis de créer ce cursus, ce permis sport-emploi, qui perdure aujourd'hui, puisque je suis engagé. Enfin, j'étais engagé l'an dernier sur Nîmes pour me mener une telle opération. Le cursus est là. Alors, le cursus sport-emploi, c'est ça? Permis sport-emploi. Permis sport-emploi. Ça consiste exactement en quoi pour les jeunes qui nous écoutent et les jeunes qui vous écoutent, les jeunes qui écoutent aujourd'hui, je veux pas les décevoir, mais le cursus faute de carburant, c'est-à-dire de financement, et pour l'instant entre parenthèses. Donc le cursus c'était simple, hein, c'était. Oui, pour le moment il ne fonctionne pas. Non, il y en a 2000, il y a quand même ça fonctionnait quand même pour 2000 quoi, pour le 2000 voilà. Donc c'était, si vous voulez, en 6 mois, on faisait fort en 6 mois pour des volontaires, c'est-à-dire des gens. Alors c'était des jeunes filles et garçons qui souhaitaient véritablement s'intégrer à la société, quoi. Oui. Faire comment? Eh bien, on avait un cursus qui consistait à apprendre ce que c'est qu'une entreprise, à s'habiller, à réapprendre le français. Le permis de conduire était une occasion de se mettre autour d'une table, de réapprendre le français, la connaissance des mots, la rapidité, etc., etc. Donc, et puis le permis de conduire, c'est social. Ça permet d'aller dans l'entreprise en disant Madame, Monsieur, je sais rien faire, mais j'ai le permis de conduire. Toutes les entreprises veulent des gens avec le permis de conduire aujourd'hui.
sûr. Et puis derrière tout ça, il y avait du sport, c'est-à-dire on apprenait, les gens travaillaient en équipe, vous travaillez en équipe, mais dans l'entreprise, vous serez en équipe également. Donc aujourd'hui, vous êtes, ce matin, tu es goal au football, cet après-midi, tu seras arrière, etc. Parce que dans l'entreprise, tu vas bouger. Et puis après, il y avait des stages en entreprise, et puis des stages dans les armées, d'une semaine. Et au bout de 6 mois, on avait, je vous dis tout de suite, j'ai dans mes dernières années, plus de 95% de taux de réussite. C'est-à-dire que des gens qui rentraient directement, enfin qui rentraient dans l'entreprise ou qui rentraient en stage. Et puis on avait un peu moins pour le permis de conduire, qui restait très difficile. On tournait entre 60 et 75%. Et ça a duré jusqu'à quand? Jusqu'à il y a un an, voilà. Il y a un an. Et donc, et j'étais le moins cher de France, le plus réussi, les moins chers de France, voilà. Et tout le monde, je répète, je vous le dis encore, tout le monde s'en fichait, voilà. C'est ça, tout le monde. Non, c'est incroyable. Je vais revenir à ça. Tout le monde s'en fichait, c'est extraordinaire parce que en même temps, on dépensait des dizaines de milliards sur la politique de la ville, et là, une expérience qui ne devait pas coûter quand même des sommes. Alors je vous dis, c'était 6 000 euros par jeune pour tout, c'est-à-dire pour avoir le permis de conduire, les stages en entreprise, la visite médicale, les déplacements en car ou en train, le budget pour le sport, les encadrants sportifs, l'encadrant de la formation, les formateurs d'insertion, les encadrants de militaires, etc. J'étais le moins cher de France. Voilà. Et c'est résultat des courses. Voilà. Donc après, c'est pour ça qu'après vous me dites, c'est vrai que c'était à la petite cuillère, mais on aurait pu beaucoup mieux faire. Mais voilà. Mais on va revenir à ça. On va après cette petite pause parce qu'on va parler justement du fait que les jeunes aujourd'hui, ils ont, et on va en parler tout de suite pour ça, rester avec nous parce que le problème c'est qu'il y a ça, et puis d'un côté il y a les 3 milliards chiffre d'affaires de la drogue. Ah, c'est intéressant là. Voilà l'avenir. Les métiers d'avenir, ils sont où? Est-ce qu'ils sont dans le sport? Est-ce qu'ils sont dans l'emploi? Ou est-ce qu'ils sont d'être chauffeur dans un quartier réservé? On en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour que on nous appelle, Maude Koffler. Bien sûr, appelez le 0826 300 300 comme toujours et André Berkov vous donnera la parole. Voilà, et Emmanuel de Richouf répondra. Alors justement, parlons un peu de tout ça, là, de ce qui se passe actuellement, parce que voilà, donc un jeune... je dis pas, encore une fois, j'ai pas de jugement moral là-dessus, je constate que par exemple un jeune, il y a effectivement cette... Et ce qui est le plus intéressant, le plus honorable et le plus fort à l'avenir, pour l'avenir évidemment, c'est ces parcours que vous et d'autres ont essayé et ont fait effectivement, ce parcours à la fois sportif, d'emploi, de retrouver l'emploi, de retrouver un cadre, de retrouver effectivement d'apprendre une identité aussi, de savoir ce que c'est cette identité. Et puis vous avez cet extraordinaire, alors on dit voilà, les milliards des plans villes ou des plans banlieues, et puis les chiffres d'affaires de la drogue, l'économie parallèle, qui effectivement, vous le racontez dans votre livre avec Kevin, d'ailleurs, il vous le dit, Kevin, ça nourrit des familles, ça entretient énormément des centaines de milliers de familles, etc. Et puis, si je peux être, moi, j'ai 14 ans, me mettre chauffeur, ça me fait 100 euros par jour, ou 1000 euros, ou je ne sais pas combien, et que ça me fait 3000 à 4000 euros par mois, et je peux aider ma mère, mes frères, etc. Eh ben, dites donc, oui, votre parcours, c'est très joli, mais comment il se fait qu'on a laissé, ça fait 40 ans cette histoire, c'est pas nouveau, hein. Comment il se fait, et encore une fois vous en parlez dans votre livre, que cette aide de fait a été créée, c'est-à-dire on a dit oui, il y a une motivation formidable, c'est l'argent, évidemment, on a besoin d'argent, Kevin vous le dit, qui n'en a pas besoin. Donc, face à ça, qu'est-ce qui vous explique? C'est aussi le laisser-aller, la veulerie, la lâcheté, le dire de ne pas voir l'électoralisme, c'est quoi? Vous venez de le dire. Je pense que c'est tout ça à la fois. Je dirais simplement aussi, s'il y a de la drogue en circulation, c'est qu'il y a des acheteurs. C'est clair. C'est pas en punissant les acheteurs que vous avez... non, mais on ne punit, comme le dit Kelvin d'ailleurs entre deux lignes, il dit c'est pas en punissant les acheteurs la petite semaine dans les quartiers, c'est pas eux qui font, c'est pas eux. Donc il y a une certaine, le fait de punir en permanence d'être sur ces petits acheteurs fait que les gros sont épargnés, et ce qui serait intéressant, c'est de taper sur les gros. Les gros, c'est généralement dans les beaux quartiers. C'est un certain nombre d'institutions.
Voilà. Et lui dit, tu vois, Emmanuel, ça veut dire. Dans pas mal de réseaux divers et variés, bien placés, politiques, etc. On le voit. Sur les moyens. Qui ont les moyens, et on ne sait jamais. Enfin, ça ne débouche jamais, quoi. On n'a jamais de nom, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et que Kevin disait très justement, a dit souvent très justement, écoute, il y a une profonde injustice. C'est-à-dire que nous ressentons une injustice. C'est-à-dire que nos petits dealers, ils sont dealers, c'est normal qu'ils soient punis, mais on punit pas les autres. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une espèce de révolte sourde qui soit dans les quartiers. Alors pourquoi vous l'avez dit, évidemment, tout ça c'est beaucoup d'argent, et cet argent sert, il faut j'allais dire, il faut que ces dealers s'installent dans les quartiers pour être acceptés par les familles qui sont néanmoins, j'allais dire, menacées, pour soit acceptées. Eh bien, on donne de l'argent, et la raison et tout ça fait que le pouvoir politique a tendance à dire on touche à rien, parce que si jamais on arrête tout ça, les familles vont avoir moins de revenus, et à ce moment-là, on va se heurter à une espèce de mécontentement général, quoi. On achète, on achète la paix sociale et la paix électorale. Alors on achète, je n'irais pas dire qu'on achète la paix sociale, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de paix du tout. Donc ça, à mon avis, on essaie d'acheter la paix sociale, mais la paix électorale, je vous l'accorde. Oui, ça, je crois que ça marche très très bien. Mais comment ça se fait qu'on est arrivé, justement, et vous le savez comme moi, on suit l'actualité, qu'il y a des quartiers entiers, non seulement où la police ou l'armée, enfin en tout cas, ne peut pas rentrer, qu'il y a même des droits de douane, des barrages pour les gens qui habitent même ces quartiers, et vous en parlez, et vous en parlez dans votre livre avec Kevin, et qu'au fond, eh bien, est-ce que c'est parce que nos politiques, nos élites ne vivent pas dans ces quartiers, et qui disent oui, écoutez, c'est pas chez moi, donc c'est pas trop grave. Donc, je pense qu'il y a une chose flagrante, c'est qu'ils ne savent pas par quoi remplacer tout ça, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes décidé à couper le cordon de la drogue à tous les niveaux, de la société, de façon, j'allais dire, pugnace et puis volontariste sur des années, ça va se passer. Il faut qu'en contrepartie, vous soyez en mesure de préparer un atterrissage, j'allais dire un atterrissage de ces familles qui brusquement n'auront moins de financement, de manière à ce que ces familles puissent retrouver un tant soit peu de financement. Et ça nécessite un nouveau contrat social, et c'est ce que j'ai dit dans ce livre, en disant tout ça se prépare en amont. Mais je reviens toujours pour le dire, soit nos politiques n'ont pas envie, soit ils savent pas faire, soit les deux. Et en tout état de cause, ça prendra du temps, prendre du temps, de la réflexion, et ça sera si vous voulez, cette reconquête des quartiers et des cœurs ne peut être que le fait d'une coalition dans la société, avec tous les acteurs de la société. Vous voyez, voilà. Entreprise, politique, tout le monde, la police, la gendarmerie, les douanes, les impôts, etc., etc. C'est-à-dire un petit peu ce que j'ai écrit là, et je vois très bien ce qu'il faudrait, je vois très bien ce qu'il faudrait faire. Mais ça demande une volonté de faire. Mais alors, en général, Chouf, pourquoi vous et d'autres n'entrez pas en politique ? Puisque ça se décide à ce stade, et vous le savez mieux que personne. Alors, pourquoi n'entrez pas ? Pourquoi je me lance pas en politique ? Parce que c'est décourageant. Vous avez les politiques aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe. Vous n'avez pas envie d'aller voter quand vous voyez les simagrées qu'il y a à l'Assemblée nationale. Il y a des intérêts de la France actuellement pour les politiciens. Donc je pense personnellement qu'il vaut mieux venir chez vous, venir chez d'autres pour expliquer ce qu'il soit souhaitable de faire, de créer, j'allais dire, une dynamique avec un mouvement extérieur de Françaises et de Français qui se disent j'ai envie, et que citoyens, et y compris dans nos quartiers, puisque dans les quartiers, j'ai quand même de bons échos, les gens sont sensibles à ce que je dis, et si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas créer un parti, j'en vois pas l'utilité, de toute façon, même si vous créez un parti, ça sera rien de plus, voilà. Alors, justement, mais j'ai posé la question à certains de vos pairs, notamment Fabre Bernadac, que vous connaissez bien, et puis d'autres. Il se fait que, quand même, alors, effectivement, vous êtes tenu au devoir de réserve, mais
quand il y a eu cette lettre donc des généraux que vous avez signée en 2021, que nous avions reçue effectivement, et on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une possibilité, effectivement, soit de faire une pétition, soit en tout cas de s'agiter. Je vous dis pourquoi. Parce que les chiffres qu'on m'a passés, Maud Koffler, selon le baromètre Cevipof, vous savez, en 2024, un quart des Français étaient favorables à un pouvoir militaire. Je dis bien un quart des Français. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais enfin je constate. 3 Français sur 5 font confiance à l'armée, alors que pour les politiques, c'est pas tout à fait ça. Hein. Et 43% des Français affirment, là ça va loin, que moins de démocratie permettrait plus d'efficacité. C'est-à-dire que, dit autrement, il y a une volonté, alors ça c'est clair, d'une majorité de Français et nette pour une autorité. Pour l'autorité. Oui. Alors, j'écoute bien j'entends bien ce que vous dites et je le vois tous les jours, puisque beaucoup de personnes m'abordent et me disent, bon, mon général, quand est-ce que vous y allez, quoi? Quand est-ce que les armées vont y aller? Quand est-ce qu'on a de l'autorité? Ben, c'est sûr, mais on n'est pas là, il s'agit pas de faire un putsch, un coup d'État ou que sais-je encore, Il s'agit simplement de proposer, le moment venu, ce sera de proposer à nos concitoyens une voie peut-être politique, mais une voie, pas un parti politique, une voie à suivre pour que la France puisse retrouver, puisse se retrouver elle-même, quoi. Voilà. Oui, mais je vais vous dire, enfin franchement, allons à l'os, parce que sinon ça sert à rien. Enfin, ça sert, mais le problème, c'est que vous le savez très bien, et vous le savez aussi bien que moi, au moins, c'est que s'il n'y a pas aujourd'hui un mouvement qui essaye de participer au pouvoir, sinon le prendre. Et je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas de faire un putsch ou un coup d'État. C'est pas le problème. Et puis ça n'arrangerait pas grand-chose. Mais en revanche, vous voyez ce que je vois. Écoutez, vous voyez, regardez, on parlait Nayib Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine, Trump et Musk actuellement aux États-Unis, on voit ce qui se passe tous les jours, en disant voilà, on arrête maintenant, allez, stop à ça. Bon, Orban en Hongrie, alors on aime, on n'aime pas, encore une fois, je fais pas de jugement moral, Poutine en Russie. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas une volonté de dire, écoutez, nous allons peser d'une manière ou d'une autre sur peser sur le pouvoir, ben vous laissez la place à ceux qui manifestent, à ceux qui cassent parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer, à ceux qui nous coûtent des milliards d'euros, et on dit oui, alors attention, il faut faire attention, surtout pas de désordre, pas de problème, pas de vague. Nous sommes dans le pas de vaguisme général. Mais j'entends bien ce que vous me dites, mais qui vous dit qu'on n'y réfléchit pas? Ah ben je ne sais pas. Alors on aimerait l'entendre. Non. Mais il y a des gens dans notre société qui heureusement pensent différemment, essaient d'apporter leur contribution à un projet, j'allais dire pas politique, mais un projet un mouvement sociétal véritablement, avec l'idée forte, c'est que la France, arrêtons de continuer à critiquer cette France, et la France est malade aujourd'hui. Donc il faudrait véritablement qu'il y ait un mouvement. Donc ce mouvement, il naîtra peut-être dans quelque temps, qui est justement avec des concitoyens qui sont, j'allais dire, maltraités dans leur esprit par ce qui se passe aujourd'hui et qui ont envie d'autre chose. Ceci étant, je me méfie quand même des sondages d'opinion, parce que vous savez que l'opinion est très versatile et que c'est pas parce que demain vous allez avoir 60% des gens qui vont vous dire allez, il faut un pouvoir fort en France, etc. Et puis le surlendemain, quand il y aura eu des manifestations, que les gens ont tout cassé, dire bah non, finalement on n'en veut pas. Donc je suis assez prudent là-dessus, mais sachez simplement qu'effectivement il y a dans notre France aujourd'hui des groupes d'intérêt, mais d'intérêt pour la France. Vous voyez, on n'est pas là. Les gens ne sont pas là pour un métier politique, parce qu'on en a assez. On est là pour une vocation pour notre France. Voilà. Oui, mais alors justement, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, encore une fois, de souligner cela. Vous avez vu quand même, tout le monde parle d'ensauvagement. On ne va pas revenir sur les faits divers terribles, enfin, faits divers, faits de société aujourd'hui, Louise et autres, enfin bon, tout ce qui se passe. Simplement, on a l'impression, et vraiment, et ça je vous assure, ici à la radio, à l'émission, à Sud Radio, on entend, en disant, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'impression, vous voyez, comment vous disiez, les gens ne savent plus où ils habitent, enfin certains. Ouais. Et d'autres, on ne se sent plus en sécurité.
l'histoire de la sécurité, il joue. Je dis pas, il faut pas non plus. La France n'est pas la jungle. Il faut pas non plus. Effectivement, je ne suis pas du tout pour caricaturer et assombrir le tableau, mais quand même, il y a ce problème-là, et on a l'impression que justement, vous disiez hors antenne que les gens, justement, j'aimerais que vous parliez que on ne nommera pas bien sûr, mais qu'un député, il dirait, ou une députée veut l'intervention de l'armée. Vous avez essayé de l'avoir. Et fin de non-recevoir. Non, fin de non-recevoir, je sais pas, parce que je sais que les députés sont très occupés, donc. Non, oui, mais bon, moi je suis général, j'ai fait des choses. Quelqu'un parle de l'armée dans les banlieues, j'aurais aimé le voir pour savoir ce qu'il entendait là. Est-ce que c'était un coup de pub ou quelque chose de réfléchi? Moi j'ai réfléchi, je pense avoir réfléchi à ce que je suis en train de dire. Voilà. Après, vous me dites l'ensauvagement de la société, bien évidemment, mais alors on revient toujours sur la même chose. Il n'y a plus de famille. La famille a été pétardée par François Hollande, hein, qui a tout cassé. Donc avec la GPA, donc on a des familles qui viennent d'Afrique pour laquelle la famille, les enfants, c'est très important, etc. Donc vous voyez, il y a des choses. Alors après, on dit mais que font les familles? Les familles, elles font rien puisqu'on les a cassées. Donc voilà. Alors après, que font les enfants? Les enfants, comme les femmes sont à charge d'enfants, elles travaillent. Les enfants sont laissés dans la rue. S'ils sont laissés dans la rue, ils vont où? Ils vont aux plus offrantes, c'est-à-dire qu'ils vont dans les griffes des bandes. Et donc on a cette violence qui naît. Alors comment peut-on faire? Eh bien il y a des solutions. Hein. Je veux dire, moi j'en ai proposé. Voilà. On va en reparler. Général, on a encore un peu de temps. Je crois que nous avons un appel, Maud. Un appel de Bayonne. C'est César qui nous appelle. Bonjour César. Bonjour André Berkoff, et une fois de plus, bravo pour votre émission. Merci César. Alors, on vous cette écoute. Émission-là, Alors cette émission-là, pour moi, est une de mes préférées parce que ce général et je vous salue très chaleureusement, général, pour moi, vous incarnez exactement ce qu'on a besoin en France. C'est-à-dire que Donald Trump, comme l'a dit régulièrement André Berkoff, il a gagné aussi parce qu'il a eu le vote des nouveaux Américains, des immigrés, tout ça, enfin des immigrés américains, des nouveaux arrivants, et notamment la communauté noire mexicaine. Et vous qui avez travaillé avec plus de 150 nationalités, pour moi, vous incarnez vraiment je dirais cet antiracisme, mais aussi cet antifascisme, mais de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 40 ans, il y a des gens dits de gauche, et je dis bien entre guillemets dits de gauche, qui prétendent avoir le monopole de l'antiracisme, le monopole de l'antifascisme, le monopole même de l'écologie, alors que vous, pour moi, vous incarnez vraiment, à titre d'exemple, un antiracisme de qualité. Un antifascisme de qualité, et je pense qu'il nous faut aujourd'hui une alternative, plutôt qu'à des gens qui prétendent avoir le monopole. Il nous faut une alternative, et je pense que si les gens du RN, ou je sais pas, de M. Rotaillot, je ne sais pas, qui incarnent ça, une anti-raciste, là pour moi on aura vraiment des sages qui gouverneront la France, et on sera libéré de tous ces wokistes souvent qui traînent dans des affaires très douteuses. Enfin voilà. César, en tout cas, je vous remercie de quelque chose quand vous dites voilà le vrai antifascisme et le vrai antiracisme. Et de ce point de vue, je vous approuve tout à fait. Général. Écoutez, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Je suis très touché. Vous savez, j'essaie modestement d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour moi, la France, c'est quelque chose de capital dans ma vie. Moi, je suis immigré de 5 siècles, donc ma famille a servi le roi de France, en 1515, et depuis, je m'efforce voilà, je connais pas encore tout à fait bien mon pays. Je ne le critiquerai pas comme ceux qui ont que 20 ans d'ancienneté ici. En France, mais je pense qu'effectivement il faut que les bonnes volontés se regroupent pour faire pression et véritablement avoir un projet politique à terme, mais qui sera de toute façon un projet. Ça va tanguer, hein. On est tombé tellement bas qu'il va falloir quand même se retrousser les manches, vraiment quoi. Pas encore répéter moult paroles et moult incantations. Voilà. On va continuer à se retrousser les manches et à voir comment se retrousser les manches après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Emmanuel de Richouft, France sécessionniste, que faire? Vous pouvez l'acquérir à Book Edition, thebookedition.com. C'est un livre qui montre simplement une leçon de volonté et une leçon, je dirais, non seulement de courage, mais une leçon de civisme. Il
faut le dire, de la part d'un militaire, c'est bien. Je voudrais que vous évoquiez, on arrive en fin d'émission, Emmanuel Richous, quels sont, dans ces 20 ans d'activité que vous avez eues avec les banlieues, les jeunes, etc., on a parlé de personnel politique, laissons de côté, quels sont les souvenirs, ou enfin les moments les plus forts pour vous qui ont montré que, allez, l'espoir est possible, c'est possible. Est-ce que vous avez... Il y a le jeune dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a quand même rendu très optimiste pour la suite, en disant rien n'est perdu, quoi. Donc il faut... jeune, vous parlez du jeune qui est venu vers moi en disant voilà, donc ça c'était quand même quelque chose de fort. Hein. Ouais. Ce sont tous les jeunes que j'ai eu l'an dernier sur Nîmes, et vous savez, l'an dernier il y a eu les Jeux Olympiques ici, donc je ne pouvais pas compter sur les armées pour faire une semaine. Ouais. Et donc je me suis adressé à un camarade dont est gérant d'un 3 mois qui s'appelle le France, ou la France, et donc mes jeunes sont partis pendant 4 jours, 5 jours sur ce 3 mois dans l'Atlantique. Donc là il y a une forte cohésion, ils en sont revenus émerveillés, vous voyez, voilà. Donc tout ça me fait dire que avec pas grand-chose, une volonté forte, des gens qui on n'a pas besoin d'innombrables, on n'a pas besoin de 1000. Vous voyez, il faut des gens qui est vraiment la volonté, qui est la passion, qui est la passion de la France. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais encore faut-il avoir la main libre pour pouvoir les recruter, l'argent, etc. Et ça, pour l'instant, je n'ai rien eu. Et je me souviens du président de la région Île-de-France de l'époque, était Monsieur Hichon, avec qui je travaillais, qui m'avait beaucoup encouragé à l'époque. Jean-Paul Huchon, qui m'a dit, mon général, moi, si vous faites en Île-de-France, j'avais 150 jeunes que je formais chaque année. Il me dit, mon général, si vous pouvez en faire 5000, moi je suis content, quoi. Mais je dis, monsieur le président, c'est 5000, je saurais faire. Hein. J'ai commandé une brigade de 5000 hommes, on sait faire. Le tout, c'est que derrière, il faut que ça suive. C'est-à-dire qu'il faut avoir les entreprises d'insertion, le sport, etc. On change d'échelle. Et pour changer d'échelle, il faut avoir un poids politique vis-à-vis des différents ministères, un poids politique qui soit dans la main du Premier ministre, évidemment. Voilà. Et au fond, c'est ça, c'est toujours les politiques. Les politiques n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi parce qu'on est dans un schéma de temps de paix. Un schéma du temps de paix. Enfin, de temps de paix. La France est en guerre aujourd'hui. Je veux dire qu'on est en guerre partout. Donc, on est en guerre, j'allais dire, contre le chômage. On est en guerre pour l'immigration. On est en guerre contre la violence. On est en guerre. Donc, il faut arrêter d'avoir des 30 ministères. On ne sait pas qui est dans ces ministères et ce qu'ils font pour avoir quelque chose de resserré et véritablement avoir un état-major, enfin, un gouvernement on peut dire l'état-major, mais qui fasse, quoi. Voilà. Après, les gens, il faut les convaincre et ils feront. Hein. Bon, mais voilà. Donc, pour l'instant, on laisse faire, comme il y a 50 ans, on laisse faire et tout s'écroule. Et on est content, visiblement, que tout s'écroule. Donc, vous voulez dire quand même pas 50 ans. Est-ce qu'on est à 84 ans, ligne Maginot, c'est ça, hein? On est tourné. La ligne Maginot est contournée. Oui. Et ce ne sont pas les Panzer-Division, mais autre chose, effectivement. Non, mais ce qui est votre constat est à la fois, c'est vrai, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire de désespérer pour entreprendre, etc. Ce qu'on sait, et vous en êtes un exemple parfait, votre livre aussi. Ce qu'on peut se dire, au fond, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut un sursaut pour parler comme un certain général, pour ne pas le nommer, mais on le sait très bien quand on parle de sursaut et d'espérance. Est-ce que vraiment on est à ce stade, effectivement, parce que vous dites la France est en guerre, oui, d'ailleurs nous sommes en guerre, Emmanuel Macron parlait ça pour le Covid, pour le virus, mais nous sommes vraiment en guerre, quelque part. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Alors, ce qu'il faut un sursaut, moi je pense que le sursaut viendra. Parce que je suis. Vous êtes optimiste. Je suis résolument optimiste. Bah oui, je suis optimiste parce qu'avec ce que j'ai vu, je me dis il y aura un sursaut. Les Français sont quand même pas des lâches au point de renoncer à tout. Donc il y aura un sursaut qui viendra. Comment viendra ce sursaut? Je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est que dans notre France chérie, parce que je pense que vous pensez comme moi, il y a des hommes et des femmes d'une volonté extraordinaire qui
qui veulent que ça change, qui veulent que ça change dans le bon sens. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de tout mettre par terre, etc. Il s'agit de faire en sorte que les Françaises et les Français soient mieux dans leur peau et véritablement aient un avenir commun. Voilà, on a une route à faire ensemble. Et cette route à faire ensemble, effectivement, nous on essaye avec nos invités, surtout avec nos invités, de tracer, hein, sans se prendre trop au sérieux, mais sans aussi... parce que si on ne fait pas les choses, comme vous dites, à un moment donné, c'est tragique qui triomphe et c'est pas la peine d'en arriver à... Oui, vous avez raison. Si vous voulez, quand vous faites les choses, on essaie de les faire bien. Vous me dites, on ramasse la petite cuillère, etc. Bien sûr, mais si je ne les fais pas, je le regretterai toute ma vie. Vous voyez, donc je me dis bon, j'ai beaucoup reçu de la société, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait. Mais maintenant, c'est à moi de restituer ce que j'ai appris à d'autres et faire en sorte que ça aille mieux. Voilà. Oui, et ça s'appelle de la conscience professionnelle, chose du monde qui n'est pas la mieux partagée. Merci Emmanuel Richouf. Je rappelle votre livre France sécessionniste, que faire? D'ailleurs, vous avez emprunté ça à Lénine, mais c'est pas un mauvais mot d'ordre. Donc le dialogue avec J'appelle, on vous a appelé, on continue à vous appeler le général des banlieues, et c'est encore une fois en vente à thebookedition.com. Voilà, et effectivement, bon courage. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.